l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à toutes et à tous. On parle ce matin d'un sujet encore largement passé sous silence, l'alcoolisme chez les femmes. On le sait, l'alcool reste une des premières causes de mortalité évitable en France, mais un chiffre interpelle aujourd'hui. La mortalité liée à l'alcool augmente plus vite chez les femmes que chez les hommes. Alors comment expliquer ce phénomène? Pourquoi ce sujet reste-t-il tabou? Et surtout, comment en sortir? Pour en parler, nous recevons Elsa Taschini, psychologue clinicienne, animatrice de groupe de parole Femmes et Alcool du Centre Moreau de Tours, un centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Bonjour Elsa Taschini. Bonjour. Alors, première question, que vous disent ces femmes que vous écoutez dans ces groupes de parole quand elles arrivent pour la première fois? Alors, ce qu'on entend, surtout en premier lieu, c'est la honte et la culpabilité, liées justement à cette maladie qu'elles considèrent pas en première intention comme une maladie, mais plutôt comme quelque chose de l'ordre du vice, de quelque chose qu'elles ont longtemps caché et où, lorsqu'elles viennent, elles s'y autorisent souvent parce que leurs enfants, ont grandi, sont partis, et qu'elles se sentent finalement elles s'autorisent à aller vers le soin, parfois aussi dans des conditions plus compliquées, d'accidents, voilà, d'épreuves de la vie en lien avec l'alcool, mais beaucoup de honte et beaucoup de culpabilité, liées à ce problème, qu'elle lie à elle-même Les chiffres intérieurement. montrent une réalité assez frappante. La mortalité liée à l'alcool augmente plus vite chez les femmes. Comment est-ce que Oui. vous reliez ces chiffres à ce que vous voyez sur le terrain? Alors, par une explication, assez simple et physiologique reliée vraiment au corps sexué, féminin, donc lié au sexe assigné en tant que femme. On est beaucoup plus fragile, sur le plan notamment hépatique, mais aussi donc on a une fonction hépatique, moindre, performante, par rapport à celle des hommes. Donc ça veut dire qu'à à poids et alcool égal, on va avoir un taux d'alcoolémie, donc d'alcool dans le sang, supérieur à celui d'un homme. Oui. Et c'est ce qui fait que les dégâts de l'alcool vont être majorés et plus rapides chez les femmes, donc sur la santé physique et aussi pas seulement sur la fonction hépatique. Les femmes, on a une masse graisseuse plus importante, tandis que les hommes ont une masse musculaire plus importante. Et du coup, voilà, l'alcool dans les tissus adipeux va venir justement créer une toxicité, notamment au niveau du sein et de certains organes comme le cerveau, les poumons. Donc on a les mêmes organes, si ce n'est le foie qui est différent, mais le fait qu'on ait une masse graisseuse plus importante va favoriser, encore une fois, les dégâts de l'alcool sur notre corps. Et quand ces femmes racontent leur histoire, est-ce qu'il y a une manière de boire qui revient souvent? Oui, alors, tout n'est pas dit lors de la première consultation, hein, mais à Oui, la bien sûr. première consultation, on va entendre un parcours relativement, on va dire, normé et normal. Mhm. Donc, des femmes qui ont commencé à l'adolescence, post-adolescence, 17-18 ans. Des premières alcoolisations très sociales, voilà, dans un contexte, somme toute, festif avec des copains et cetera. Puis elles entendent qu'il y a eu un tournant, vers, 30-40 ans, au moment notamment où vont se cumuler les charges, professionnelles liées aux responsabilités et aux charges familiales. Et où là, elles rapportent qu'elles donc souvent elles ont 40-45 ans, hein, au moment où elles nous racontent ça, que si elles doivent pointer le moment où elles ont senti qu'il y avait un problème ou en tout cas le problème les a un peu emprisonnées, ce serait ce moment-là où se cumulent ces charges-là. Donc en fonction d'à quel âge elles ont des enfants, cet âge sera différent, mais on va dire que c'est autour de la trentaine. Dans ce qu'elles racontent, est-ce qu'elles parlent des effets sur leur corps, sur leur santé? Oui, elles en parlent et c'est ce qui fait que dans un second temps, voilà, l'alliance thérapeutique s'étant créée, hein, vraiment pas à la première consultation, il sera pas rare et voire même il sera très fréquent qu'elles nous rapportent avoir vécu des violences au cours de leur vie, soit au cours de l'enfance, dans des familles, dans des climats de violence intrafamiliale, soit au cours de l'adolescence, soit dans le monde du travail, comme des cas de harcèlement ou de burn-out, liés à du management. Il y a aussi ce qu'on ne voit pas, bien sûr, le stress, la fatigue, la solitude. Est-ce que l'alcool devient au départ une manière de tenir? Tout à fait, elles le décrivent très bien. C'est la prison, dorée, mais qui avant d'être une prison était une belle cage dorée qui leur permettait de tenir, de voir la vie un petit peu plus positivement, il est pas rare qu'elles nous disent, «Bah, je buvais un verre de vin en même temps que je préparais le repas, en même temps que je surveillais mes enfants, que je les aidais à faire leurs devoirs». Voilà et de ce petit verre réconfort post-travail va se créer à un moment donné l'addiction et vraiment la maladie alcoolique.
ça touche, dans ces femmes que vous recevez, que vous accueillez, ça touche tous les milieux sociaux ou certains sont particulièrement concernés? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça touche plutôt les niveaux hauts, mais ça ne veut pas dire que ça ne touche pas les niveaux bas. Mais Mmh. dans nos préjugés, on va avoir tendance un peu, comme dans les livres de Zola, à penser que c'est forcément des personnes qui sont ouvrières, caissières, et de basse classe. Oui, effectivement, il y a des problèmes d'alcool, dans ces classes-là, mais il y en aurait plus dans les classes plus favorisées où se cumulent justement responsabilité professionnelle et responsabilité familiale. Et qu'est-ce que ça abîme aussi chez ces femmes qui souffrent d'une addiction à l'alcool, l'image de soi, la confiance? Tout à fait. Souvent, comme je vous y disais, elles ont déjà été abîmées par la vie avant que l'alcool, les recherches sont assez claires que quand il y a trauma, en tout cas, le trauma intervient avant l'addiction. Donc souvent, c'est des femmes qui sont déjà abîmées et qui ont cherché un peu une béquille très dysfonctionnelle, certes, mais une béquille quand même dans l'alcool, qui va s'en trouver être un poison qui va les abîmer encore plus, si j'ose dire, que ce soit au niveau, de leur corps, de leurs fonctions cérébrales qui reviennent, hein, mais elles disent souvent: J'étais quelqu'un qui réfléchissait bien, beaucoup, très vite. Voilà, donc elles se sentent, dégradées, je dirais, plutôt que abîmées, parce que c'est une dégradation qui est réversible dans la plupart des cas. Dans le contexte récent, on a peut-être, en tête, ce moment particulier du Covid, des confinements. Dans les Mmh. témoignages que vous avez entendus, est-ce que ça revient comme un moment déclencheur? Est-ce que certains vous disent: «C'est là que ça a basculé»? Certains et certaines non, parce que certaines pour qui justement la société, le monde, le travail était difficile et bah, assez de manière assez surprenante, hein, on a été nous-mêmes, professionnels de santé surpris. Certaines en ont profité pour être abstinentes, toutes seules, justement. Comme si en fait, loin du stress et de loin de ce qu'elles cherchaient à échapper ou à fuir avec cette béquille dysfonctionnelle, bah, elles se sentaient de poser la béquille. Au fond, ce qui frappe, c'est que ces situations restent, quand même peu visibles. Elsa Mmh. Taschini, pourquoi est-ce que l'alcoolisme féminin reste encore aujourd'hui un tabou? Alors, dans les études, en tout cas, j'ai aussi fait ma thèse sur ce sujet-là, c'est pour répondre à cette question. Mmh. La réponse, c'est qu'a priori, c'est que, le genre féminin est associé à la maternité, qu'on soit mère ou non, et donc à quelque chose de l'ordre du sacré et où on intérioriserait la honte et la culpabilité, mais surtout la honte liée à ça et où du coup, pour protéger nous, mais aussi notre entourage, nos enfants quand il y en a, de cette honte et ben, on cache cette maladie jusqu'à temps de ne plus avoir le choix de la cacher. Et cette, forme de honte, elle serait plus forte que chez les hommes? Oui, tout à fait. C'est alors peut-être après c'est aussi l'éducation, les femmes sont considérées peut-être comme plus, fragiles, sensibles. Elles sont plus, amenées en tout cas à se questionner sur leurs émotions et de les considérer comme quelque chose qui serait vulnérable ou fragile, qui ferait d'être en tout cas pas une force, mais plutôt une faiblesse et donc elles vont être amenées à le camoufler aussi ça. Pourquoi, vous qui êtes psychologue clinicienne, donc qui êtes animatrice de ces groupes de parole femmes et alcool, au Centre Moreau de Tours, pourquoi c'est encore si difficile pour une femme de dire qu'elle a un problème avec l'alcool? Qu'est-ce qu'elle risque justement à le dire, peut-être pour celles qui nous écoutent? Alors, bah, déjà, elle risque, si elle a encore des enfants chez elle, il y a encore ce préjugé de risquer de perdre ses enfants. Mmh. Voilà, de l'assistante sociale, Qui viendrait qui chercher viendrait et les qui lui oui. prendrait ses enfants. Donc ça, c'est un risque majeur dont les femmes ont conscience et où finalement on peut se dire qu'en tout cas celles qui ont des enfants, elles nous disent très clairement que elles aiment plus leurs enfants qu'elles-mêmes et que finalement c'est pas grave tant qu'eux, vont bien. Ce qui bien sûr est en plus une vérité erronée puisqu'en soi, leurs enfants consciemment ou inconsciemment ne demandent pas à porter ça. Ils veulent juste une mère qui aille bien. Mais elles, voilà, c'est une protection, c'est vraiment cet instinct d'aller protéger les autres, leur entourage, ceux qu'elles aiment et donc la peur en fait de perdre donc leurs enfants, donc comme je vous disais dans quelque chose de les voir les leur retirer, mais aussi de perdre, bah, l'estime Mmh. de leurs proches, décevoir leurs parents, décevoir leurs proches, leurs amis, parce que dans l'imaginaire, une femme alcoolique, c'est moche, c'est laid, c'est vulgaire, c'est même pas d'ailleurs encore vraiment une maladie, c'est un vice, donc ça fait d'elle une mauvaise personne. Il y a Et aussi le une dire, c'est allez-y, pardon. assumer cette réalité qui n'en est pas une, mais c'est se penser être une mauvaise personne. Il y a aussi une autre réalité aussi invisible, c'est l'alcool dans l'entourage, vous l'avez un peu évoqué. Quel Oui. impact peut avoir la consommation d'un conjoint, d'un compagnon, par exemple?
Alors, souvent, il y a de la codépendance, donc Mmh. effectivement, c'est même pour les enfants et les ados, hein, plus on va être exposé de toute manière à l'alcool, plus ça va augmenter le risque que je consomme et que je consomme du coup plus que nécessaire, on va dire ça comme ça. Et puis ça peut aussi, j'imagine, accentuer certaines situations de vulnérabilité ou de violence. Tout à fait, ça augmente, énormément les violences dans une enfin 30 des cas de violence, que sont l'alcool y est concerné, que ce soit l'auteur ou la victime. Malgré tout ça, vous voyez aussi des femmes qui s'en sortent. Qu'est-ce qui Mmh. fait à un moment que quelque chose bouge? Alors c'est un travail qui est long et qui justement, enfin en tout cas moi dans mon hypothèse se guérit aussi en se comprenant entre femmes, dans quelque chose qui est vraiment lié à la féminité, alors plus dans le genre que dans le sexe, mais de quelque chose qui, comment dire? Dans les groupes de parole Le par fait, oui, exemple, d'être dans ce groupe de souvent parole, de se parler, de s'entendre, d'entendre ouais, les et récits des unes nous ce des qu'elle autres? nous dit, c'est voir chez l'autre quelque chose que je trouve beau et avoir de l'empathie et de la compassion pour elle, cette autre femme que je ne suis pas, en fait, les aide à se dire: «Alors si c'est possible pour elle, pourquoi est-ce que tu le ressens pas pour toi?» Et ça va être le déclic de la compassion pour soi et du coup du pardon, de s'auto-pardonner cette faute qui en plus n'en est pas une et de pouvoir avancer dans le travail du soin thérapeutique et bien sûr la confiance, la sécurité, en les soignant et c'est en ça que c'est quand même un travail long puisque c'est un travail du lien, donc c'est un travail du tissage du lien d'humanité entre, 2 personnes, plusieurs personnes et voire même un groupe. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de centres de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie comme celui dont vous faites partie. Nous sommes écoutés en France et bien au-delà, au-delà des frontières. Peut-être qu'il y a des femmes justement qui nous écoutent ce matin, qui se reconnaissent un peu. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire très simplement? De trouver alors d'abord un personnel, soignant en qui elles ont confiance, en qui elles se sentent, voilà, en confiance, en sécurité et il peut s'agir, d'une sage-femme, d'un gynéco, d'un médecin généraliste, voilà, n'importe quel soignant qui soit médecin, à qui elles vont pouvoir confier ça. Juste, je me questionne. Peut-être j'ai un problème avec l'alcool. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un? Et voilà, et de travailler à partir du lien de confiance à retrouver quelque chose de l'ordre du lien de confiance avec un autre, un addictologue et qui, même si peut-être il n'est pas spécialisé dans les addictions au féminin, aura, cette bienveillance et cette compassion pour pouvoir travailler avec cette personne, peut-être même se former ou voilà. Parce que les spécificités liées à la féminité, en fait, ne demandent juste qu'à être entendues et comprises. Merci. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un service de soins qui Oui. soit fait que par des femmes et qu'avec des femmes, même si, moi, mon hypothèse, c'est que ça facilite les choses. Mais c'est pas impossible de le faire avec un autre centre de soins ou avec un soignant, voire même un soignant qui serait pas une femme. Mais je pense quand même que dans le vécu, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir plus facilement si je me confie à quelqu'un qui est du même sexe que moi et qui a donc le même vécu, Merci beaucoup grandi de la même Elsa manière. Taschini d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et animatrice de groupe de parole femmes et alcool du Centre Moreau de Tours. Et puis si ce sujet vous touche, n'hésitez pas, vous l'avez entendu, à en parler autour de vous, à ne pas rester seul. Bonne matinée à toutes et à tous sur notre antenne.